Il avait 42 ans et la certitude absolue que le monde s'était organisé correctement, c'est-à-dire en le plaçant, lui, tout en haut. Camille Dubois, technicienne en soins infirmiers gagnant 2200 € par mois, avait élevé seule des jumeaux tout en décrochant un poste à 8700 €, pendant que lui continuait de croire qu'elle n'était personne. Puis vint ce matin d'avril au Palais des Congrès et 2 paires d'yeux couleur noisette qui ressemblaient trait pour trait aux photos de sa propre enfance. Soutenez la chaîne en laissant un like et un commentaire. Et plongeons dans notre histoire. Le docteur Antoine Lefebvre n'avait jamais aimé les lundis matins qui sentaient le désinfectant institutionnel. Le sien, d'ordinaire, s'ouvrait sur le parfum discret du café serré préparé par sa secrétaire dans les bureaux vitrés du 16e arrondissement, avec la lumière blanche et propre d'un cabinet privé où chaque surface reflétait le niveau d'investissement consenti. La Lefebvre Medical Group occupait le 2e étage d'un immeuble haussmannien rénové avenue de la Grande Armée, et le seul bruit qu'on y entendait entre 7h30 et 9h était le cliquetis discret des claviers et la voix feutrée de la réceptionniste, guidant les patients vers la salle d'attente tapissée de lin beige. Antoine avait choisi lui-même chaque détail de cet espace. Les luminaires suspendus en laiton brossé, les fauteuils en cuir naturel couleur sable, les plantes tropicales soigneusement taillées tous les 15 jours par un prestataire extérieur. 55 employés, 12 millions de patrimoine, 3,6 millions de chiffres d'affaires annuels. Des chiffres qu'il connaissait par cœur et qui lui donnaient chaque matin la même sensation sourde de légitimité. Ce lundi-là, pourtant, Antoine Lefebvre roulait vers Saint-Denis. Il ajusta son rétroviseur sur l'autoroute A1 avec l'expression de quelqu'un qu'on force à avaler quelque chose de tiède. Le contrat avec la préfecture était signé depuis 3 semaines. Consultant externe pour l'hôpital public de Saint-Denis. 4 mois, mission de rationalisation des protocoles du service d'orthopédie. Son associé Bertrand lui avait dit que c'était une opportunité de visibilité institutionnelle. Son attaché de presse lui avait dit que ça humanisait son image. Antoine, lui, savait ce que c'était réellement. Une humiliation professionnelle habillée en responsabilité sociale, négociée par des gens qui n'avaient pas eu le courage de dire non à un appel du cabinet de la mairie. Il avait accepté parce que refuser aurait nécessité une explication, et Antoine n'expliquait jamais rien à personne. Le parking de l'hôpital sentait l'essence froide et le béton mouillé. Il sortit de sa berline noire avec le soin de quelqu'un conscient d'être observé, récupéra sa sacoche en cuir cognac sur le siège passager et traversa la cour intérieure en direction de l'entrée principale. Autour de lui, des agents en tenue poussèrent des chariots. Une femme de ménage essuyait les portes vitrées avec un chiffon jaune. 2 infirmières discutaient en marchant vite, leurs sabots claquant sur le carrelage gris. Antoine remarqua l'usure des plaintes, les étiquettes plastifiées collées sur les portes avec du scotch transparent, les néons qui bourdonnaient légèrement dans le couloir menant aux admissions. Il nota mentalement, vétuste, sous-équipé, prévisible. C'est dans ce couloir-là, précisément, qu'il la vit pour la première fois. Elle venait en sens inverse. Un classeur épais sous le bras gauche, un gobelet de café dans la main droite, les cheveux châtains relevés en un chignon rapide qui laissait 2 mèches s'échapper de chaque côté. Son uniforme bleu marine était propre et légèrement froissé à l'épaule, le froissement de quelqu'un qui avait commencé son service depuis plusieurs heures déjà. Elle marchait avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de ce couloir, qui sait exactement quelle porte grince et quel couloir éviter aux heures de pointe. Elle ne regardait pas autour d'elle. Elle regardait devant elle, comme une personne qui n'a pas de temps à perdre à regarder ailleurs. Antoine s'arrêta devant l'accueil du service pour demander où se trouvait le bureau du directeur médical. La jeune femme, derrière le comptoir, cherchait déjà ses mots lorsque la voix claire s'éleva derrière lui. Le bureau de Monsieur Renard est au bout du couloir, à gauche, 3e porte après le poste de soins. Il vous attend depuis 8 heures. Antoine se retourna.
La technicienne s'était arrêtée à 2 mètres de lui, le classeur toujours sous le bras. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas à se rendre sympathique. Elle avait simplement fourni une information utile, avec le ton de quelqu'un qui en fournit 100 par jour. « Merci », dit-il avec le détachement de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être guidé dans un couloir d'hôpital public. Elle hocha la tête et repartit dans l'autre sens, sans ajouter un mot. Il ne demanda pas son nom. Les premiers jours, Antoine tint ses distances avec le principe d'efficacité. Il assista aux réunions de service avec son carnet ouvert, prit des notes en silence, posa des questions précises qui, formulées d'une certaine façon, ressemblaient moins à des questions qu'à des constats d'insuffisance. Il trouva les protocoles trop lents, les transmissions trop verbales et pas assez tracées, le stock de matériel orthopédique mal anticipé pour les pics d'activité de l'automne. Ce qu'il ne dit pas, mais nota également, c'est qu'en dépit de tout cela, le service fonctionnait. Pas parfaitement, mais il fonctionnait avec une fluidité qui n'était pas inscrite dans les documents qu'on lui avait remis et qu'il ne comprit pas immédiatement d'où elle venait. Il le comprit le 5e jour, en observant le changement d'équipe de 13 heures. La technicienne s'appelait Camille Dubois. Il l'apprit en lisant l'organigramme plastifié accroché au mur du poste de soins. Camille Dubois, technicienne en soins infirmiers, service orthopédie, 6 ans d'ancienneté. Il la vit ce jour-là transmettre les informations de ses patients à l'équipe suivante avec un niveau de détail qui dépassait largement le format habituel des transmissions. Elle ne listait pas seulement les paramètres vitaux et les traitements en cours. Elle décrivait l'état émotionnel de chaque patient, les inquiétudes exprimées dans la matinée, les informations à relayer aux familles. Elle connaissait les prénoms des conjoints. Elle savait quel patient avait mal dormi parce que le lit du fond de couloir captait les bruits du couloir de nuit. Elle avait noté, sur une feuille à part, les questions qu'un patient âgé avait posées sur sa rééducation et auxquelles elle n'avait pas eu le temps de répondre complètement pour que le collègue suivant puisse le faire. Antoine resta dans l'embrasure de la porte plus longtemps que nécessaire. Il ne dit rien. Il repartit dans le couloir avec ses notes et l'impression désagréable que quelque chose dans son analyse du service venait d'être contredit sans que personne lui ait adressé la parole. La semaine suivante, il convoqua une réunion de travail pour présenter ses premières recommandations de refonte protocolaire. Il avait préparé un document de 18 pages avec des tableaux comparatifs, des références aux standards de la Haute Autorité de Santé et 2 exemples de cliniques privées ayant amélioré leurs indicateurs de performance sur des services similaires. Quand il évoqua la nécessité de standardiser les transmissions pour en réduire la durée à 5 minutes maximum, il sentit un silence dans la salle qui n'était pas du consentement. C'est Camille qui parla, pas agressivement, posément, avec la voix de quelqu'un qui a l'habitude de devoir justifier l'évidence. Une transmission de 5 minutes ne permet pas de transmettre ce qui ne figure pas encore dans le dossier informatique. Les informations cliniques non tracées représentent souvent ce qui évite une erreur dans les heures suivantes. Il y eut un silence. « Les informations cliniques doivent être tracées », dit Antoine. « C'est précisément le problème que j'essaie de résoudre. »« Tout à fait, » répondit Camille. « Et le temps nécessaire pour les tracer vient en plus du temps de soins. Ce n'est pas la même chose. » Elle ne cherchait pas à avoir raison. Elle cherchait à ce que ce soit juste, et ce n'était pas la même chose. Antoine le sentit sans vouloir l'admettre, et conclut la réunion en annonçant qu'il affinerait les recommandations sur la base des retours du terrain. C'était la première fois en 10 ans qu'il utilisait cette formulation. Les jours qui suivirent, il continua de l'observer sans en avoir l'air. Il la vit expliquer à la famille d'un patient de 68 ans, opéré de la hanche, comment accompagner les premiers pas de rééducation à domicile avec des gestes lents, des mots simples, une patience qui ne ressemblait pas à de la résignation, mais à un choix fait consciemment, renouvelé chaque jour. Il la vit, une nuit où il était resté tard pour un rapport, orienté dans le couloir une femme visiblement perdue qui cherchait le service de son père transféré en urgence. Camille prit le temps de l'accompagner jusqu'à la porte.
de lui expliquer ce que le mot « stabiliser » signifiait concrètement et de lui donner le numéro direct du poste de soins pour qu'elle puisse appeler sans passer par le standard. Il était 3 heures du matin. Camille n'était plus en service depuis 22 heures. Antoine ne lui dit rien ce soir-là non plus. Il rentra dans sa voiture, garée dans le parking vide, mit le moteur en route et resta immobile 1 minute avant de démarrer, sans comprendre exactement pourquoi. Ce qu'il comprit en revanche, dans les semaines qui suivirent, c'est que la nuit du 17 octobre allait changer quelque chose qu'il n'avait pas prévu de changer. La nuit du 17 octobre commença comme les autres nuits d'automne à Saint-Denis, avec le froid humide qui s'infiltrait sous les portes mal jointes et les couloirs éclairés au tiers pour économiser l'électricité après minuit. Antoine était encore dans le bureau mis à sa disposition au bout du couloir administratif quand l'alerte arriva. Admission en urgence, fracture complexe du fémur et du bassin, polytraumatisme suite à un accident de chantier, patient de 44 ans, instable à l'arrivée. Le chirurgien de garde avait demandé du renfort. Antoine enfila son jaleco et descendit. La salle d'opération numéro 3 était déjà en activité quand il poussa la porte. L'air sentait le métal froid, l'antiseptique et quelque chose d'indéfinissable que seules les urgences chirurgicales nocturnes possèdent, une densité particulière dans l'atmosphère, comme si l'air lui-même savait que ce qui se passait là comptait vraiment. L'équipe était au complet. Le docteur Moreau à la table, 2 internes, l'anesthésiste Lefebvre et Camille, instrumentiste de nuit ce soir-là, positionné à gauche avec les plateaux déjà préparés. Antoine prit sa place sans un mot. Ce n'était pas le moment des présentations. Ce qui se passa dans les 8 heures suivantes fut l'une de ces expériences que le milieu médical qualifie pudiquement de chirurgie difficile. Une formulation qui ne rend pas justice à ce que cela signifie concrètement. Prendre des décisions irréversibles en temps réel sur un corps humain avec une marge d'erreur qui tend vers 0. La fracture était plus complexe qu'annoncé, avec des fragments osseux migrés et une hémorragie secondaire qui modifia 2 fois le plan opératoire initial. Il y eut un moment, aux alentours de 2 heures du matin, où le moniteur cardiaque accéléra brusquement et où la tension dans la salle devint palpable comme une surface physique. Camille ne bougea pas d'1 centimètre. Antoine le remarqua précisément parce qu'il regardait autour de lui à ce moment-là, pas par panique, mais avec ce réflexe qu'ont les chirurgiens expérimentés de lire l'état émotionnel de leur équipe dans les moments critiques. L'interne à sa droite avait les épaules légèrement remontées. L'anesthésiste parlait un demi-ton plus fort que nécessaire. Mais Camille avait les yeux sur le plateau, les mains fermes, et tendit l'instrument suivant 1 seconde avant qu'Antoine ouvre la bouche pour le demander. Ce n'était pas de la chance, c'était de la lecture, la capacité à suivre mentalement le déroulé d'une procédure, à anticiper les besoins avant qu'ils soient formulés, à rester présente dans l'instant avec une précision que ni les études ni les années ne garantissaient seules. Antoine avait travaillé avec des instrumentistes dans 4 pays et 2 continents. Il en avait connu d'excellentes. Camille Dubois était quelque chose d'autre. Pas un seul instrument ne lui fut tendu en retard. Pas une seule fois, elle ne demanda de confirmation sur ce qu'elle devait préparer. Quand le patient fut enfin stabilisé et transféré en salle de réveil, il était 2h26 du matin. Antoine retira ses gants en silence, les roula et les jeta dans la poubelle rouge sans regarder où il visait. Il était épuisé d'une façon propre, le genre d'épuisement qu'on ressent quand on a été entièrement présent dans quelque chose qui en valait la peine. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que cela lui était arrivé. Dans le couloir menant au vestiaire, il entendit des pas derrière lui. « Le patient a demandé comment ça s'était passé », dit Camille, le rejoignant dans le couloir. « Je lui ai dit que l'équipe avait fait du bon travail. » Antoine s'arrêta, se retourna légèrement. Il était conscient. Il a ouvert les yeux quelques minutes en salle de réveil. Il avait l'air effrayé. Elle marqua une pause. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'il se rendorme. Il n'y avait rien à ajouter à cela. Antoine hocha la tête et reprit sa marche vers le vestiaire. 5 minutes plus tard, habillé en civil,
Il traversa le couloir menant au réfectoire du personnel. La pièce était vide à cette heure. Table en formica beige, chaises empilées le long du mur du fond, un distributeur automatique qui bourdonnait dans le coin gauche, 2 néons sur 3 allumés. Antoine prit un café noir dans le distributeur, paya avec la monnaie qu'il trouva dans sa poche et s'assit à la table la plus proche de la fenêtre. Dehors, Saint-Denis dormait sous un ciel sans étoiles, les réverbères dessinant des cercles oranges sur les pavés mouillés. Il entendit la porte s'ouvrir. Camille entra avec sa sacoche à l'épaule et sortit de la poche centrale une petite boîte en plastique, le genre de Tupperware qu'on utilise depuis des années et qu'on ne remplace pas parce qu'il fonctionne encore. Elle s'assit à 2 tables de distance, posa la boîte devant elle et l'ouvrit avec le geste de quelqu'un qui a faim mais ne le montrera pas. Un sandwich au jambon beurre, coupé en 2, enveloppé dans du papier sulfurisé. Elle en prit une moitié et commença à manger en regardant la fenêtre. Antoine but une gorgée de son café. « Vous faites ça souvent ?» dit-il. Elle le regarda. Pas avec méfiance, avec la légère surprise de quelqu'un à qui on parle sans raison particulière à 2h30 du matin. Manger après une longue chirurgie ? Restez après votre service. Elle réfléchit une seconde. Quand c'est nécessaire. Ce soir, c'était nécessaire ? Le patient avait besoin que quelqu'un soit là. Il n'y avait pas de militantisme dans cette phrase, pas de reproche voilé. C'était une réponse factuelle, prononcée avec le naturel de quelqu'un pour qui rester n'était pas un sacrifice mais une évidence. Antoine regarda son café. « Vous avez anticipé chaque instrument ce soir, dit-il, avant que je demande. » Camille prit l'autre moitié de son sandwich. « Je connais les protocoles de Moreau. Et j'ai lu votre dossier quand on a su que vous veniez. » Mon dossier. Vos publications, vos techniques préférées sur les fractures complexes du bassin. Elle leva les yeux. « Si vous opérez dans ce service, il est utile que je sache comment vous travaillez. » Antoine la regarda un moment sans rien dire. Quelque chose en lui cherchait l'ironie dans cette phrase, la provocation discrète, la façon dont certains membres du personnel hospitalier utilisaient la compétence comme une forme de résistance passive contre les consultants extérieurs. Il ne trouva rien de tel. Camille Dubois avait lu ces publications parce que c'était utile pour le patient. C'était aussi simple et aussi désarmant que ça. « C'est efficace, » dit-il enfin. « C'est le travail, » dit-elle. Il y eut un silence qui ne fut pas inconfortable. Dehors, un camion de livraison passa lentement dans la rue, ses feux de position orange se reflétant dans les flaques. Le distributeur bourdonna. Camille finit son sandwich, referma sa boîte en plastique et la remit dans sa sacoche avec le même geste pratique qu'elle avait utilisé pour l'ouvrir. « Bonne nuit, docteur, » dit-elle en se levant. « Lefebvre, » dit-il. Puis après une demi-seconde, Antoine. Elle le regarda avec une expression qu'il ne sut pas déchiffrer immédiatement. Pas de la surprise, pas de la satisfaction, quelque chose de plus neutre et en même temps de plus précis, comme si elle enregistrait l'information sans en tirer de conclusion. « Bonne nuit, Antoine. » Elle sortit du réfectoire. La porte se referma doucement derrière elle. Antoine but le reste de son café froid en regardant la fenêtre. Il réalisa, avec un décalage qui lui parut étrange, qu'il n'avait pas regardé son téléphone depuis le début de la chirurgie, ce qui représentait, en calculant rapidement, 40 minutes de réfectoire plus 8 heures de bloc, plus le temps de préparation, soit environ 10 heures. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que cela lui était arrivé. Il posa le gobelet vide sur la table. Il resta encore 5 minutes à regarder la pluie fine qui commençait à tomber sur Saint-Denis, sans savoir exactement pourquoi il n'avait pas envie de partir tout de suite. Les nuits suivantes ne ressemblèrent à aucune autre nuit qu'Antoine avait connue dans sa vie professionnelle, et il aurait été incapable de dire précisément à quel moment les choses avaient basculé. Parce qu'il n'y avait pas eu de basculement net, mais une série de petits glissements imperceptibles, comme une pente très douce qu'on descend sans s'en apercevoir, jusqu'à ce qu'on regarde en arrière et qu'on ne voit plus le point de départ. Le deuxième soir, au réfectoire, ce fut lui qui apporta 2 cafés.
Le troisième, elle apporta un deuxième sandwich au cas où, formulé avec suffisamment de détachement pour qu'aucun des deux n'ait à reconnaître que c'était délibéré. Ils parlèrent du service d'abord, des protocoles, d'un cas compliqué qu'ils avaient tous les deux suivi dans la journée, puis de la formation continue, qu'elle suivait le week-end sur son temps libre, puis d'autres choses, de sa mère, Françoise, qui vivait dans le même immeuble et regardait des séries policières en attendant que Camille rentre du travail. De son appartement de 45 mètres carrés qu'elle décrivait avec la précision affectueuse de quelqu'un qui connaît chaque recoin d'un espace et l'a apprivoisé. Antoine parla peu de lui, pas par calcul, il n'avait simplement pas l'habitude. La conversation dans sa vie se déroulait en général autour de lui, par lui, sur des sujets qu'il choisissait. Écouter quelqu'un d'autre parler de sa vie sans chercher à reprendre la main était quelque chose qu'il ne faisait plus depuis si longtemps qu'il ne s'en était pas rendu compte avant ce soir. Un vendredi soir, à la fin de la 3e semaine, il lui proposa un dîner, pas dans un restaurant de sa liste habituelle, dans un petit bistrot du 11e qu'un collègue lui avait recommandé l'année précédente et où il n'était jamais allé. Elle hésita. Pas par coquetterie. Il vit l'hésitation réelle traverser son visage, cette façon de peser quelque chose intérieurement, sans le dissimuler complètement. « D'accord, dit-elle enfin, mais je rentre tôt. Ma mère travaille le lendemain matin. » Il dit que c'était parfait. Ce n'était pas parfait. Il aurait voulu que la soirée dure plus longtemps, mais il dit que c'était parfait parce que c'était la bonne réponse, et parce qu'il commençait à comprendre que Camille Dubois n'avait pas de patience pour les réponses qui n'étaient pas vraies. Le dîner dura 2h30. La carafe de vin rouge resta à moitié pleine. Ils mangèrent du canard confit et de la tarte tatin tiède, et Antoine remarqua qu'elle fermait les yeux une demi-seconde en mangeant quelque chose de particulièrement bon. Un geste involontaire, petit, qui lui donna l'envie inexplicable de commander autre chose, juste pour voir si elle le referait. Elle le refit. Il sourit dans son verre de vin sans qu'elle le voie. Il y eut un deuxième dîner, puis une nuit, une seule revenue dans les pensées d'Antoine, avec la persistance des choses qu'on n'a pas prévues et qu'on ne sait plus comment classer. Il y avait des choses qu'Antoine Lefebvre savait faire avec une précision absolue. Diagnostiquer une fracture complexe sur une radio de mauvaise qualité, négocier un contrat avec un assureur récalcitrant, choisir un vin sans regarder la carte des prix, mais reconnaître ce qu'il ressentait, le nommer, le tenir en face de lui sans le déformer, c'était une compétence qu'il n'avait jamais développée, parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Les émotions, dans sa vie, étaient des informations secondaires qu'on traitait après les urgences. Et dans sa vie, il y avait toujours une urgence. La semaine qui suivit cette nuit-là, il n'y eut pas d'urgence. Il y eut le silence. Antoine arriva au service le lundi matin avec l'intention diffuse de faire quelque chose. Il ne savait pas encore quoi, exactement, mais quelque chose qui reconnaîtrait ce qui s'était passé, qui lui donnerait une forme acceptable, un cadre dans lequel les 2 semaines précédentes pourraient s'inscrire sans menacer l'architecture de sa vie. Il traversa le couloir principal avec sa sacoche, son jaleco, ses notes de travail. Il croisa Camille à l'angle du poste de soins. Elle leva les yeux vers lui. Il continua à marcher. Ce ne fut pas une décision consciente, ou plutôt, ce fut précisément ce genre de décision qu'on prend en dessous de la conscience, dans la zone où la peur et l'orgueil fonctionnent sans avoir besoin d'être nommés. Il continua à marcher parce que s'arrêter aurait signifié quelque chose. Parce que reconnaître Camille Dubois dans ce couloir, devant ses collègues, avec ce regard qu'elle avait, direct, sans attente particulière, simplement présent, aurait rendu réelle une chose qu'il n'était pas prêt à rendre réelle. Il ne reparut plus au réfectoire après minuit. Il ne répondit pas au bonjour du mardi. Le mercredi, il la traita comme un élément du décor. Pas cruellement, pas avec une hostilité visible, mais avec cette indifférence calibrée que les gens très occupés utilisent pour signifier aux autres qu'ils n'existent pas dans leur périmètre de pertinence. C'était une technique qu'il maîtrisait sans l'avoir jamais formalisée. Dans sa clinique privée, il ne connaissait pas les prénoms des agents d'entretien. Ce n'était pas de la malveillance.
C'était de l'organisation mentale. On ne peut pas traiter tout le monde comme quelqu'un. Il y a ceux qui comptent et ceux qui font partie du fonctionnement. Il avait passé 3 semaines à mélanger les 2 catégories et le lundi matin, il avait remis chacun à sa place. Camille le comprit le mercredi. Elle ne le dit à personne, ne changea pas de comportement visible, ne chercha pas à provoquer une explication. Elle continua son travail avec la même précision qu'avant, les mêmes transmissions détaillées, les mêmes présences prolongées auprès des patients. Mais quelque chose dans ses épaules, une tension très légère, une façon de ne plus tourner la tête dans sa direction même quand il entrait dans une pièce, dit à ceux qui la connaissaient bien que quelque chose avait changé. Ce jeudi-là, à 11 heures du matin, Antoine était en réunion dans la salle de conférence au bout du couloir administratif. La réunion était importante. 4 médecins du service, 3 représentants du ministère de la Santé venus évaluer les premières recommandations de la mission consultative, et le directeur médical de l'hôpital qui hochait la tête à intervalles réguliers avec l'expression de quelqu'un qui espère que ça se terminera avant le déjeuner. Antoine présentait ses projections sur la réorganisation des flux de prise en charge, avec des diapositives claires et des chiffres solides. Il était dans son élément. Il sentait le regard des représentants du ministère, avec la satisfaction de quelqu'un qui sait exactement quelle impression il produit. La porte s'ouvrit. Camille entra avec une feuille à la main. Son regard fit rapidement le tour de la salle. Elle vit les représentants du ministère, vit l'expression du directeur, vit Antoine debout devant l'écran de projection, et ne recula pas. « Excusez-moi », dit-elle avec un calme parfait. « J'ai besoin d'une signature pour libérer la médication du patient Hamoudi. Il attend depuis 14 heures et le protocole exige une validation de consultant. » Le silence qui suivit dura environ 2 secondes. 2 secondes pendant lesquelles Antoine Lefebvre regarda Camille Dubois avec ses yeux de chirurgien orthopédiste du 16e arrondissement, propriétaire de 12 millions d'euros de patrimoine, consultant de la préfecture de Paris, et fit quelque chose qu'aucune pression professionnelle, aucun stress de réunion, aucune logique de situation n'expliquait vraiment. Il la regarda de haut en bas, lentement, délibérément. Puis il se retourna vers les personnes présentes avec un sourire large, le sourire de quelqu'un qui invite les autres à partager une évidence, et dit « Je suis un médecin millionario, vous n'êtes personne. » Il y eut des rires, quelques-uns nerveux, quelques-uns sincères, tous complices d'une façon ou d'une autre. Le directeur médical regarda le plafond. Un des représentants du ministère sourit dans sa barbe. Personne n'intervint. Camille tint la feuille à la main pendant exactement le temps qu'il fallut pour que les rires s'éteignent. Son visage ne changea pas. Ses yeux ne brillèrent pas. Pas encore, pas là, pas devant eux. Elle hocha la tête une seule fois, d'un mouvement très petit, et sortit. La porte se referma sans bruit. Dans le couloir, elle marcha jusqu'au bout, tourna à gauche, poussa la porte des toilettes du personnel et se tint devant le lavabo avec la feuille toujours à la main. Le néon au-dessus du miroir grésillait légèrement. L'eau froide coulait sur ses poignets. Elle inspira 1 fois, 2 fois, une 3e fois avec la lenteur de quelqu'un qui compte ses respirations pour ne pas laisser autre chose sortir à leur place. Ce n'était pas la douleur de quelqu'un qui n'avait pas vu venir. C'était pire, c'était la douleur de quelqu'un qui avait vu venir, qui avait hésité malgré ça, qui avait cru malgré ça, et qui tenait maintenant dans ses mains la confirmation que son instinct de prudence avait été le bon depuis le début. Elle plia la feuille en 2, la glissa dans la poche de sa blouse et alla trouver le médecin de garde pour obtenir la signature autrement. Le patient Hamoudi reçut ses médicaments à 11h45. 6 semaines passèrent. Antoine termina sa mission consultative sans repasser par Saint-Denis après le dernier jour officiel. Il remit son rapport, 62 pages, recommandations détaillées, projections sur 18 mois, et retrouva avec soulagement le silence propre et calibré de son cabinet du 16e. Il eut une réunion avec Bertrand sur les résultats du 3e trimestre. Il déjeuna avec son attaché de presse. Il signa 3 nouveaux contrats avec des assureurs premium.
sa vie reprit sa forme exacte, comme un tissu qu'on avait froissé et qui se repassait seul. Il ne pensa pas à Camille Dubois, ou plutôt, il ne se permit pas d'y penser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui produit à court terme le même résultat. Camille, elle, pensa. Pas à lui, ou pas de la façon dont on pense à quelqu'un qu'on aime encore. Elle pensa à ce qu'elle allait faire, parce qu'il fallait penser à ce qu'elle allait faire, parce que son corps avait commencé à lui envoyer des signaux qu'elle reconnut d'abord comme de la fatigue, les gardes de nuit, le stress accumulé, le deuil silencieux d'une chose à laquelle elle n'avait jamais donné de nom. Puis un matin de novembre, elle s'arrêta devant le rayon d'une pharmacie de Saint-Denis en rentrant du travail et acheta ce qu'elle avait repoussé d'acheter depuis 2 semaines. Le résultat s'afficha en 3 minutes. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire de son appartement de 45 mètres carrés et regarda le test pendant longtemps, avec la sensation étrange que le monde venait de changer de taille autour d'elle. Pas de se réduire, mais de s'élargir dans une direction qu'elle n'avait pas prévue et qui lui faisait peur, et qui, en même temps, avec une logique qu'elle ne s'expliqua que bien plus tard, lui semblait absolument réelle. Elle pleurait. Elle s'en aperçut seulement quand une larme tomba sur le carrelage, avec un petit bruit clair. Elle resta assise encore 10 minutes. Puis, elle posa le test sur le bord du lavabo, se lava les mains et alla dans la cuisine se préparer du thé. Il fallait penser, il fallait être précise, il fallait faire les choses dans l'ordre. L'échographie de la 10e semaine fut pratiquée un mardi matin dans une clinique du quartier. La technicienne était jeune, professionnelle, avec le type de neutralité bienveillante qu'on développe quand on fait des échographies toute la journée et qu'on a appris à lire les visages des patients sans les décoder à voix haute. Elle fit glisser la sonde sur le ventre de Camille avec des gestes lents et précis. Puis elle dit « Je vais appeler le médecin ». Camille comprit avant que le médecin entre dans la pièce. Il y avait 2 battements, 2 petits points lumineux sur l'écran noir et blanc, pulsant avec la synchronisation parfaite des choses qui viennent de commencer à exister. 2. Pas un. Le médecin lui expliqua ce qu'elle voyait, avec des mots calmes et des phrases préparées. Camille hocha la tête à chaque information. Oui, elle comprenait. Oui, elle avait entendu. Oui, elle savait ce que grossesse gémellaire signifiait en termes de suivi médical. Elle sortit de la clinique dans le froid de novembre, avec l'ordonnance dans la main et le ciel gris de Saint-Denis au-dessus d'elle. Un autobus passa dans la rue. Un enfant criait quelque chose à sa mère sur le trottoir d'en face. La vie continuait avec son indifférence ordinaire et magnifique. Camille marcha jusqu'au bout de la rue, tourna à gauche et s'arrêta devant la boulangerie du coin. Elle entra, commanda un café et un croissant, s'assit à la table près de la vitrine et mangea en regardant la rue. Elle avait une décision à prendre. Une seule, la plus importante. Elle prit 20 minutes. Puis elle sortit son téléphone et trouva l'adresse de la Lefebvre Medical Group. Elle n'appela pas. Elle y alla directement, un mercredi après-midi, après son service. Elle portait son manteau bleu marine et ses cheveux lâchés, et elle entra dans le hall de l'immeuble haussmannien, avenue de la Grande Armée, avec la démarche de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire et qui le dira debout. La réceptionniste était une femme d'une 40aine d'années, soignée, avec l'élocution nette de quelqu'un formé à gérer les situations délicates avec le minimum de bruit possible. « J'aimerais voir le docteur Lefebvre », dit Camille. « C'est personnel. » La réceptionniste tapa quelques touches, consulta un écran, releva les yeux avec le sourire professionnel des mauvaises nouvelles bien enveloppées. Le docteur n'a malheureusement pas de disponibilité pour les contacts personnels non planifiés en provenance du secteur hospitalier public. La phrase était calibrée, pas agressive, précise. Le genre de formulation qui ferme une porte sans claquer. Camille la regarda une seconde. « Je comprends », dit-elle. Elle se retourna et sortit. Sur le trottoir, elle boutonna son manteau jusqu'en haut dans le vent froid. Un taxi passa, des gens marchaient. Paris continuait d'exister avec sa densité habituelle, indifférente à ce qui venait de se passer dans ce hall en marbre clair.
Camille Dubois prit une décision ce soir-là, une décision simple, définitive, sans appel, prononcée pour elle seule dans le silence de son appartement avec les mains posées à plat sur la table de la cuisine. Ses enfants ne naîtraient pas avec la honte de leur père. Ils naîtraient avec la dignité de leur mère. Ce qui suivit fut long. Pas long comme les attentes administratives ou les files d'hôpital, long comme les choses qui construisent, qui creusent, qui transforment une personne en profondeur sans qu'elle s'en aperçoive sur le moment, long comme les nuits d'hiver avec 2 nourrissons qui pleurent en décalé, comme les matins où on se lève avant l'aube parce qu'il n'y a pas d'autre choix, comme les dimanches où on révise des fiches de concours avec un bébé endormi sur l'épaule gauche et un stylo dans la main droite. Françoise Dubois arriva un vendredi soir de janvier avec 2 valises et la détermination tranquille des femmes de 60 ans qui ont déjà traversé des choses difficiles et qui savent que la meilleure façon d'aider quelqu'un qu'on aime est de ne pas en faire trop. Elle s'installa dans le canapé-lit du salon sans se plaindre de l'espace, prit en charge les courses du samedi matin, apprit à faire chauffer les biberons à la bonne température et ne posa jamais la question que Camille redoutait, celle sur le père, sur les raisons, sur ce qui s'était passé exactement. Françoise avait regardé sa fille une seule fois, longuement quand elle était arrivée, et avait compris l'essentiel. Les jumeaux naquirent en juin, par une matinée grise et tiède. Lucas arriva le premier, à 7h19, 3,1 kg, avec un cri sonore qui emplit la salle d'accouchement d'une façon qui fit rire la sage-femme. Léa arriva 12 minutes plus tard, même poids, en silence, les yeux grands ouverts, regardant le monde avec une expression de légère surprise, qui ne la quitterait pas de sitôt. Camille les tint tous les 2 contre elle, pendant que Françoise, dans le couloir, pleurait discrètement, en regardant par la fenêtre le parking de la maternité. Il n'y avait pas de père dans la salle, il n'y avait pas de père dans le couloir, il n'y avait pas de père dans les semaines qui suivirent, pas de message, pas de présence, pas même l'ombre d'une curiosité de la part d'Antoine Lefebvre pour ce qui se passait dans cet appartement de 45 mètres carrés à Saint-Denis, où 2 êtres humains venaient de commencer à exister. Camille allaitait le matin et étudiait le soir. Ce n'est pas une image, c'est une réalité quotidienne, répétée pendant 7 mois, avec la précision et l'obstination de quelqu'un qui a décidé que les 2 choses seraient faites et que l'une n'empêcherait pas l'autre. Les fiches de révision étaient glissées dans la pochette plastique fixée au mur, à côté du transat des bébés, à portée de regard pendant les tétées nocturnes. Les annales des concours de la fonction publique hospitalière étaient empilées sur la table basse avec des post-it de couleur. Le dimanche matin, quand Françoise gardait les jumeaux dans le salon, Camille s'enfermait dans la chambre avec un café et 4 heures de révision. Pas un seul dimanche ne fut sacrifié, pas un seul. Les résultats du concours arrivèrent un mardi matin par courrier électronique, à 6h42, pendant que Camille changeait Lucas sur la table à langer. Elle lut le mail debout, le bébé posé sur le ventre, et resta immobile 3 secondes avec le téléphone à la main. 2e note du groupe, 16 mois après l'accouchement. Elle posa le téléphone sur la commode, finit de mettre la couche propre avec les mêmes gestes précis, souleva Lucas contre son épaule et alla dans le couloir appeler sa mère. Françoise sortit du salon, entraînant ses chaussons, encore à moitié endormis, et Camille lui montra l'écran du téléphone sans dire un mot. Françoise la regarda. Puis elle prit sa fille par le bras, Lucas toujours entre elles 2, et la serra contre elle pendant un long moment dans le couloir étroit de l'appartement, avec Léa qui commençait à gazouiller depuis le salon et la lumière grise du matin d'octobre entrant par la fenêtre de la cuisine. Ce fut la seule fois que Camille pleura de joie pendant ces 3 années. La mutation aux pitiés salpêtrières ne fut pas un hasard. Camille avait demandé ce transfert délibérément, avec la clarté de quelqu'un qui sait pourquoi elle fait un choix et n'a pas besoin que les autres le comprennent. Le Pitié-Salpêtrière était l'un des plus grands hôpitaux d'Europe, centre de référence pour des dizaines de pathologies, institution avec une histoire et un niveau d'exigence qui n'avaient rien à voir avec Saint-Denis. Aller là-bas,
c'était se placer dans un environnement où la compétence était la seule monnaie valable, et Camille Dubois avait de la compétence à revendre. Elle prit son poste en janvier, avec Lucas et Léa à 7 mois dans la crèche du quartier, Françoise à la maison pour les soirées, et un trajet de 40 minutes en métro qu'elle utilisait pour lire les articles de sa spécialisation. L'inscription à l'université Paris-Cité pour le master de gestion de la qualité hospitalière se fit en mars. 18 mensualités de 480 € prélevées sur son salaire, désormais à 3 900 € après titularisation. Elle ne demanda pas d'aide financière, pas parce qu'elle n'en avait pas besoin, parce qu'elle avait besoin que ce soit entièrement le sien. Les cours avaient lieu le samedi matin et 2 soirs par semaine. Camille prenait des notes à la main, refaisait ses fiches le dimanche, rendait ses travaux en avance. Ses professeurs la remarquèrent dès le premier semestre. Pas parce qu'elle cherchait à être remarquée, mais parce qu'elle posait les questions que les autres n'osaient pas poser. Celles qui remettaient en cause les présupposés des méthodes enseignées. Celles qui venaient d'une expérience de terrain qu'aucun manuel ne pouvait simuler. Pendant ce temps, Lucas et Léa grandissaient. Lucas apprit à marcher à 11 mois, en s'accrochant au bas du canapé avec une concentration féroce qui rappelait quelque chose que Françoise n'osait pas nommer tout haut. Léa parla en premier. À 13 mois, un mot clair, précis, adressé directement à Camille un matin dans la cuisine. « Maman ». Camille posa sa tasse de café, s'accroupit devant sa fille et lui sourit avec la totalité de ce qu'elle avait. Pas le sourire épuisé des mauvaises nuits, pas le sourire professionnel des couloirs d'hôpital, mais le sourire rare et vrai de quelqu'un qui est exactement là où il doit être. Ils avaient les yeux de leur mère dans la forme, en amande, légèrement remontés au coin, mais la couleur était autre chose. Un brun clair, presque noisette, avec des reflets dorés dans la lumière du matin. Françoise le voyait. Elle ne le dit jamais. Quand Lucas et Léa eurent 2 ans, la proposition arriva par courrier officiel de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Camille lut la lettre debout dans le couloir, en rentrant du travail, encore en manteau. Coordinatrice du programme de certification et d'accréditation pour 3 établissements de santé de la région. Poste de cadre de santé, hors catégorie, rémunération mensuelle brute, 8 700 €. Elle relut le chiffre 2 fois. Puis elle plia soigneusement la lettre, la remit dans l'enveloppe, posa l'enveloppe sur la commode de l'entrée et alla dans le salon où Françoise regardait les jumeaux construire une tour de cubes avec la gravité de 2 architectes en herbe. « Maman !» dit Camille. Françoise leva les yeux. Camille posa l'enveloppe sur la table basse sans un mot. Françoise l'ouvrit, lut, relut. Ses lèvres bougèrent légèrement sur les chiffres. Puis elle posa la lettre sur ses genoux et regarda sa fille avec une expression que Camille ne lui avait vue qu'une seule fois avant. Le jour où elle était venue avec ses valises en janvier, cette façon de regarder qui ne dit rien parce que les mots seraient insuffisants. Lucas renversa la tour de cubes. Léa rit. La vie continuait proprement, solidement, construite bloc par bloc sur une fondation que personne d'autre n'avait posée. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce couloir du ministère. 3 ans depuis cette phrase prononcée avec un sourire large devant 4 médecins et 3 fonctionnaires. 3 ans depuis le trottoir de l'avenue de la Grande Armée et le vent froid de novembre et la décision prise en silence dans la cuisine. Antoine Lefebvre, lui, n'avait rien changé. Sa vie avait repris sa forme exacte avec la régularité d'un mécanisme bien huilé. Les consultations, les chirurgies, les réunions de direction, les dîners d'affaires au Taïwan ou au Grand Véfour, avec des partenaires qui commandaient le vin sans regarder les prix. Son patrimoine avait grimpé à 14 millions. Il avait recruté 2 nouveaux chirurgiens et agrandi le service d'imagerie. Il avait été nommé membre du comité consultatif d'une fondation médicale internationale, ce qui lui valait 2 voyages par an à Genève et une ligne supplémentaire sur son curriculum vitae. Il dormait correctement, il mangeait correctement, il fonctionnait correctement. Parfois, pas souvent,
Jamais dans les heures de travail, toujours dans les espaces vides que la nuit creuse malgré soi, quelque chose revenait sans prévenir. Une image floue du réfectoire vide de Saint-Denis, l'odeur du café en gobelet plastique, la façon dont elle avait dit « Bonne nuit Antoine » avec cette neutralité qui n'était pas de l'indifférence mais quelque chose de bien plus précis, une façon de l'accepter tel qu'il était sans pour autant lui appartenir. Il chassait ces images avec l'efficacité de quelqu'un qui a beaucoup de pratique. En avril, son attaché de presse confirma sa participation au Congrès national de santé publique au Palais des Congrès de Paris. 2 jours, table ronde et panel d'experts, présence médiatique utile pour la visibilité institutionnelle de la Lefebvre Medical Group. Antoine confirma sans enthousiasme particulier, délégua la préparation logistique à son assistante et arriva le matin du premier jour avec son badge d'intervenant, son costume gris ardoise et l'expression de quelqu'un qui sait exactement comment se déroulera sa journée. Il sortit de l'ascenseur au 2e niveau, tourna à gauche vers le couloir central qui menait aux salles de conférence et s'arrêta. Elle était là. Debout dans le couloir central, à 20 mètres de lui, dos partiellement tourné dans sa direction. Elle portait un tailleur pantalon bleu nuit avec un chemisier blanc, les cheveux relevés en un chignon net, un badge d'intervenante accroché à hauteur de poitrine. Dans ses bras, un enfant sur chaque hanche, avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui porte 2 personnes depuis assez longtemps pour que ça soit devenu une extension de son corps. Antoine s'arrêta si net que l'homme derrière lui faillit le heurter. Les enfants avaient 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Un garçon et une fille, habillés simplement, les cheveux légèrement ébouriffés de la matinée. Ils regardaient autour d'eux avec cet émerveillement sérieux, des petits enfants confrontés à un grand espace rempli d'adultes. Et leurs yeux, Antoine les vit de là où il était, à 20 mètres, avec la clarté d'une évidence qui ne demande pas de vérification. Brune claire, presque noisette, avec des reflets dorés, les yeux de sa mère dans les photos de sa propre enfance que sa mère à lui gardait dans un album bleu marine dans le tiroir du bas du buffet de la salle à manger. Il ne bougea pas. Son cerveau, habituellement si rapide, si précis, si entraîné à traiter des informations complexes en temps réel, n'envoya aucune instruction pendant plusieurs secondes. Il resta immobile au bout du couloir, avec son badge d'intervenant et son costume gris ardoise, et quelque chose qui ressemblait, pour la première fois en 3 ans, à une prise de conscience totale et brutale de ce qu'il avait fait. Camille se retourna. Elle le vit. Pas avec surprise, ou plutôt si surprise il y eut, elle fut si courte, si immédiatement absorbée par quelque chose de plus solide, qu'elle n'eut pas le temps de s'installer sur son visage. Ses yeux croisèrent les siens pendant exactement 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles Antoine Lefebvre, médecin, propriétaire, consultant, intervenant du jour, se sentit regardé d'une façon qu'aucune réunion, aucun contrat, aucune salle d'opération ne lui avait jamais donnée. D'une façon qui ne demandait rien, et qui, précisément parce qu'elle ne demandait rien, rendait tout visible. Puis Camille détourna les yeux, pas en fuyant, pas avec ce mouvement rapide de quelqu'un qui évite, avec la lenteur décidée de quelqu'un qui a regardé ce qu'il avait à regarder et qui passe à autre chose parce qu'autre chose attend. Elle dit quelque chose aux enfants, trop bas pour qu'Antoine entende, trop loin, et reprit sa marche vers la salle de conférence au bout du couloir, Lucas sur la hanche gauche, Léa sur la hanche droite, son badge d'intervenante se balançant légèrement à chaque pas. Elle disparut dans la salle. Antoine ne bougea pas pendant un moment encore. Autour de lui, le couloir continuait de vivre. Des gens marchaient, discutaient, consultaient leur téléphone, poussaient des chariots de documentation. Un organisateur en gilet rouge passa à sa hauteur et lui demanda s'il avait besoin d'aide pour trouver sa salle. Antoine dit non d'un geste et se remit à marcher dans la direction opposée, vers les toilettes au fond du couloir, parce qu'il avait besoin de 30 secondes dans un endroit silencieux. Il s'accouda au lavabo et regarda son propre reflet. Le costume gris ardoise, la montre fine au poignet, le badge d'intervenant avec son nom imprimé en noir sur fond blanc, Dr Antoine Lefebvre, fondateur, Lefebvre Medical Group.
Tout était à sa place, tout était exactement comme prévu. Et pourtant, il ferma les yeux. Deux petits visages avec des yeux couleur noisette, deux pères d'yeux qui avaient regardé le couloir avec l'émerveillement tranquille des enfants qui ne t'ont pas encore appris à se méfier du monde. Deux enfants que Camille portait des deux bras avec la fluidité de quelqu'un pour qui cela durait depuis assez longtemps pour être devenu naturel. Depuis 2 ans et demi, peut-être, depuis le début, depuis seul. Il ouvrit les yeux. Pas de la culpabilité, mais pas encore, pas de cette façon nette et nommable. C'était quelque chose d'antérieur à la culpabilité, quelque chose de plus brut, la confrontation avec un fait. Il avait dit une phrase dans une salle de réunion, devant des témoins, à une femme qui portait dans son corps 2 personnes qu'il avait engendrées et qu'il ne savait pas encore. Il avait dit cette phrase. Et il était rentré dans sa voiture, et il avait conduit vers le 16e arrondissement, et il avait continué à vivre. Et pendant ce temps, elle avait fait tout le reste. Il se redressa, se passa de l'eau froide sur les poignets, prit une inspiration. Il avait un panel à 15 heures, une table ronde à 17h30. Il était attendu. Il était payé pour être là, pour dire des choses utiles sur l'avenir de la médecine privée dans le système de santé français. Sa journée était planifiée au quart d'heure. Il sortit des toilettes et chercha le programme du congrès dans sa poche intérieure. Il le déplia, fit glisser son doigt sur la liste des intervenants, chercha le nom qu'il cherchait avec la certitude sourde qu'il allait le trouver. Camille Dubois, coordinatrice qualité ARS Île-de-France. Panel 3, accréditation et performance des établissements publics. Salle Pleyel, 11h15. Il regarda sa montre. 11h08. Il plia le programme, le remit dans sa poche et marcha vers la salle Pleyel avec les mains dans le dos et l'expression de quelqu'un qui n'a pas encore décidé ce qu'il allait faire de ce qu'il venait de comprendre. La salle Pleyel était une grande salle de conférence, avec des rangées de sièges inclinés vers une scène basse équipée d'une table longue et d'un écran de projection. Elle était aux 2/3 remplie quand Antoine entra et prit une place dans la dernière rangée, ce qu'il ne faisait jamais. Il s'asseyait toujours devant, visible, présent comme quelqu'un qui a quelque chose à apporter. Là, il s'assit au fond, sans enlever son manteau, son badge retourné contre sa veste. La modératrice ouvrit le panel. 3 intervenants à la table, un directeur d'hôpital, un représentant de la HAS et Camille. Les jumeaux n'étaient plus là, confiés à quelqu'un probablement pour la durée de la présentation. Elle était assise droite, les mains posées sur la table devant ses notes, avec l'attitude de quelqu'un qui n'a pas besoin de la salle pour savoir ce qu'il vaut. La modératrice lui donna la parole en premier. Camille commença à parler. Antoine l'écouta. Elle parlait de la certification des établissements de santé publique avec une précision qui n'était pas sèche, une précision habitée, nourrie de cas concrets, de situations réelles, de patients nommés sans être identifiables. Elle décrivit le programme de 3 établissements de la région avec des données qu'elle connaissait visiblement par cœur, sans regarder ses notes, avec l'aisance de quelqu'un qui a vécu ce dont elle parle, et non de quelqu'un qui l'a lu dans un rapport. Elle dit des choses que les gens dans les salles de congrès ne disaient pas d'habitude, des choses vraies sur la résistance au changement dans les équipes épuisées, sur la différence entre les indicateurs de performance et la réalité des soins, sur ce que la qualité signifie concrètement pour une patiente qui attend 14 heures dans un couloir. La salle était silencieuse de la façon dont une salle devient silencieuse quand quelqu'un dit quelque chose qui mérite qu'on s'arrête. Antoine avait les yeux sur elle et pensait, pas avec le détachement analytique qu'il appliquait d'ordinaire aux présentations de congrès, mais avec quelque chose de plus désagréable et de plus nécessaire. Il pensait à la façon dont elle avait dit « Le patient attendait depuis 14 heures, ce matin de novembre, dans la salle de réunion, avec la feuille à la main, devant les représentants du ministère. » Il pensait à la façon dont la salle avait ri. Il pensait à ce qu'il avait dit. Et il pensait à ce qu'elle avait fait après. Pas de plainte, pas de confrontation, pas de message, pas de retour à la Lefebvre Medical Group après la première visite repoussée. Elle était rentrée chez elle,
avait pris une décision et avait construit quelque chose, seul, pendant 3 ans, avec 2 enfants, une mère, un concours, une spécialisation, une mutation délibérée vers le meilleur hôpital de France et un poste à 8 700 € mensuels obtenus sur la base de ce qu'elle valait, pas de ce que quelqu'un avait bien voulu lui donner. Pendant ce temps, lui avait amélioré ses indicateurs de performance du 3e trimestre. La présentation dura 22 minutes. Les applaudissements furent francs, pas polis. La modératrice posa une question, puis une autre, et Camille répondit avec la même précision tranquille, sans chercher à plaire, sans chercher à impressionner, en disant simplement ce qui était vrai, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et pourquoi. Antoine reconnut quelque chose dans cette façon de parler. Il l'avait vu travailler ainsi autrefois, dans d'autres contextes. Il n'avait pas su comment appeler ça à l'époque, il sut maintenant. C'était de l'intégrité, la forme la plus simple et la plus rare, dire ce qu'on pense, parce que c'est ce qu'on pense, sans calcul, sans stratégie, sans regarder d'abord ce que les gens autour de vous ont envie d'entendre. Il n'avait pas cette qualité. Il le sut avec une clarté qui ne fut pas agréable. Le panel se termina à 12h20. Les intervenants se levèrent, la salle commença à se vider. Antoine resta assis pendant que les rangées se dépeuplaient autour de lui, le programme plié entre les mains, sans bouger. Il vit Camille ramasser ses notes, échanger quelques mots avec la modératrice, sourire, un sourire bref, professionnel, de quelqu'un qui vient de faire quelque chose de bien et qui le sait sans avoir besoin qu'on le lui confirme. Il se leva. Il marchait vers la sortie quand il la vit récupérer les jumeaux auprès d'une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, manteau bordeaux, qui les avait gardés dans le couloir adjacent. Lucas courut vers Camille avec l'énergie totale d'un enfant de 2 ans et demi qui a attendu assez longtemps. Léa attendit d'être soulevée, les bras tendus, avec une patience qui était déjà presque un trait de caractère. Antoine s'arrêta à quelques mètres. Camille leva les yeux. Elle l'avait senti approcher ou entendu. Il ne sut pas lequel des deux. Elle le regarda avec exactement la même expression qu'en début de matinée dans le couloir central. Pas de fuite, pas de tremblement, pas de colère visible, quelque chose de bien plus difficile à gérer que la colère, une absence totale de besoin, le regard de quelqu'un qui n'attend plus rien de vous depuis longtemps et qui a fait la paix avec ça. Lucas se retourna vers l'inconnu qui regardait sa mère. Il l'observa avec les sourcils légèrement froncés, la tête penchée d'un côté. Ce geste universel des enfants qui évaluent un adulte inconnu avec une franchise que les adultes ont oubliée depuis longtemps. Antoine sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Camille », dit-il. Sa voix était différente de d'habitude, moins assurée, moins calibrée. Il l'entendit lui-même et ne reconnut pas tout à fait le son. Elle attendit. Il n'avait pas préparé ce qu'il allait dire. Ce n'était pas dans ses habitudes de parler sans préparation. Il chercha les mots avec l'inconfort de quelqu'un qui réalise que les mots qu'il a utilisés toute sa vie, précis, efficaces, construits pour produire un effet, ne fonctionnent pas dans cette situation parce que cette situation ne demande pas des mots efficaces. Elle demande autre chose. Il s'arrêta. « Je t'ai vu présenter ce matin. »« Je sais, » dit-elle. Léa le regardait maintenant aussi, de la hanche de sa mère, avec les mêmes yeux noisettes qui ne demandaient rien et ne cachaient rien. « Tu étais... » Il chercha encore. « C'était remarquable. » Camille hocha la tête une fois. Pas de gratitude, pas d'ironie. Une information reçue et classée. « Merci, » dit-elle. Puis, après une demi-seconde qui contenait 3 ans, « Bonne continuation, Antoine. » Elle se retourna, dit quelque chose à voix basse à la femme au manteau bordeaux, sa mère, il en était sûr maintenant, et elles repartirent toutes les deux dans le couloir, Françoise tenant la main de Lucas, Camille portant Léa contre l'épaule, le badge d'intervenante se balançant légèrement dans son dos. Antoine les regarda partir. Il ne les rappela pas. Il n'avait pas le droit. Pas encore.
peut-être jamais, il ne savait pas encore. Ce qu'il savait, debout dans ce couloir du palais des congrès avec son badge d'intervenant et son costume gris ardoise, c'est qu'il venait de voir quelque chose qu'il ne pourrait plus désapprendre. Quelque chose qui ne rentrerait plus dans la case « personnel non pertinent », qui ne se laisserait plus gérer avec les outils habituels de l'indifférence organisée. Il avait regardé 2 enfants avec ses propres yeux dans un autre visage. Il avait regardé une femme qu'il avait réduite à rien, debout, entière, construite avec une solidité que lui-même, avec ses 14 millions et ses 55 employés et ses luminaires en laiton brossé, n'avait pas. Il avait dit une phrase dans une salle de réunion. Elle avait construit une vie. Ce n'était pas de la rêva. Ce n'était pas de la honte non plus. Pas encore. C'était quelque chose d'antérieur à la honte et de plus difficile à supporter. La perception nette, sans échappatoire possible, de qui on a été dans la vie de quelqu'un d'autre. Pas dans le récit qu'on se fait de soi-même, dans la réalité de ce que l'autre a vécu à cause de vous. Il resta dans le couloir vide encore un moment. Puis il sortit son téléphone, annula sa participation à la table ronde de 17h30, et rentra chez lui. Les jours qui suivirent le congrès furent les plus silencieux qu'Antoine Lefebvre eût connus depuis des années. Pas le silence propre et organisé de son cabinet, pas le silence fonctionnel des nuits où il travaillait tard, mais un silence intérieur d'une texture différente, épais et persistant, comme quelque chose qui attendait d'être regardé en face et qui ne partirait pas tant qu'il ne le ferait pas. Il continua ses consultations. Il opéra 2 patients le mercredi. Il assista à une réunion de direction le jeudi matin avec ses chiffres préparés et ses recommandations formulées. En surface, tout fonctionnait. En dessous, quelque chose avait changé de position, comme une pièce dans un mécanisme qu'on déplace d'1 millimètre et qui modifie l'ensemble du mouvement sans qu'on puisse remettre les choses exactement comme avant. Le vendredi soir, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Son appartement du 16e occupait le 4e étage d'un immeuble haussmannien à 2 rues du Cabinet. 140 mètres carrés, plafonds à moulures, parquet en point de Hongrie, cuisine entièrement rénovée qu'il n'utilisait presque jamais. Il avait un personal shopper pour les vêtements, un traiteur pour les rares dîners qu'il recevait, une femme de ménage 2 fois par semaine. L'appartement était parfait et absolument silencieux, avec la qualité sonore particulière des espaces où personne ne vit vraiment, où quelqu'un dort et travaille et mange parfois, mais où la vie, dans ce qu'elle a de vivant, n'entre pas vraiment. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, avec un verre de vin qu'il ne but pas, et regarda les toits de Paris jusqu'à ce que la lumière change. Il pensa à la boîte en plastique Tupperware, au sandwich au jambon beurre coupé en 2, enveloppé dans du papier sulfurisé, à la façon dont elle mangeait avec la concentration simple de quelqu'un qui a faim et qui mange, sans performance, sans regard circulaire vers les autres. Il pensa au réfectoire vide à 2 heures du matin, aux néons allumés au tiers, au café en gobelet plastique qui refroidissait entre ses mains. Il pensa à 40 minutes sans vérifier son téléphone, et au fait que ces 40 minutes avaient été, rétrospectivement, parmi les plus réelles de cette période. Il pensa à ce qu'il avait fait de tout ça. Pas avec la complaisance douce de quelqu'un qui se dit qu'il a commis une erreur de jeunesse compréhensible, avec la précision sèche de quelqu'un qui diagnostique. Il avait pris peur, pas d'elle, pas de ce qu'elle était, mais de ce qu'il ressentait en sa présence, de ce que cela exigeait de lui, de la façon dont elle ne s'impressionnait pas et ne se laissait pas impressionner et regardait les choses telles qu'elles étaient. Il avait préféré redevenir le docteur Lefebvre, plutôt que de rester Antoine, et il avait blessé quelqu'un dans ce retrait, pas involontairement, mais avec la précision cruelle de quelqu'un qui sait exactement comment on efface une personne d'un espace social. Il avait dit cette phrase, devant des témoins, avec un sourire. Il posa le verre de vin sur la table basse et se leva. Il n'avait pas envie de rester assis avec ça. Il appela Bertrand, son associé, le lendemain matin. Lui dit qu'il avait besoin de prendre 2 semaines sans intervention programmée. Des raisons personnelles.
Bertrand dit que c'était faisable, qu'il réorganiserait le planning et qu'il espérait que tout allait bien. Antoine dit que oui, tout allait bien. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas tout à fait faux non plus. Quelque chose allait, pour la première fois depuis longtemps, dans une direction, même si cette direction était inconfortable. Il chercha le nom de Camille Dubois, pas dans ses souvenirs, en ligne, professionnellement, parce qu'elle était maintenant une figure publique dans son domaine, avec une page de profil sur le site de l'ARS Île-de-France et une courte biographie qui listait son parcours avec la sobriété des notices officielles. Technicienne en soins infirmiers, hôpital public de Saint-Denis, 6 ans, poste de soins, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris. Master de gestion de la qualité hospitalière, Université Paris-Cité, coordinatrice du programme de certification et d'accréditation ARS Île-de-France. Il lut cette liste plusieurs fois, puis il passa la semaine suivante à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, rien. Il marcha dans Paris, dans des quartiers qu'il ne traversait jamais, le 11e, le 19e, les rues commerçantes du bas de Belleville, un samedi matin avec les étals de fruits et les enfants qui couraient entre les jambes des adultes. Il s'assit dans un café ordinaire du boulevard de la Villette, avec un café serré et un croissant, et resta là 40 minutes sans sortir son téléphone, en regardant les gens entrer et sortir. Il appela sa mère à Lyon, quelque chose qu'il faisait une fois par mois avec la régularité d'une obligation et qui, ce soir-là, dura 1h30. Elle parla de ses voisins, de son jardin, d'un film qu'elle avait vu. Il écouta avec une attention qu'il ne lui avait pas donnée depuis des années, et elle le sentit, il l'entendit dans sa voix, cette légère surprise de quelqu'un qui n'attendait plus tout à fait d'être écouté vraiment. Le mercredi de la 2e semaine, il prit une décision. Ce n'était pas une décision grande ou théâtrale. Ce n'était pas le genre de geste dont les gens parlent ensuite avec des mots forts. C'était simplement une décision honnête, prise dans le calme, après avoir regardé en face ce qu'il y avait à regarder. Il avait 2 enfants. Il ne les avait pas choisis, mais ils existaient, et il existait, et entre ces 2 faits, il y avait un espace que personne d'autre ne pouvait remplir à sa place. Il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas rembobiner les 3 ans qui venaient de passer. Il ne pouvait pas reprendre la phrase dans cette salle de réunion, ni le couloir où il n'avait pas répondu au bonjour, ni la réceptionniste de son cabinet qui avait fermé une porte avec des mots calibrés. Il ne pouvait pas défaire l'absence, mais il pouvait choisir ce qu'il faisait maintenant. Il écrivit une lettre, à la main, sur papier, parce que les messages électroniques lui semblèrent insuffisants pour ce qu'il avait à dire, et parce qu'écrire à la main obligeait à ralentir, à chercher les mots, à ne pas pouvoir effacer facilement. Il brouilla 3 versions avant d'en écrire une 4e qui n'était pas parfaite, mais qui était vraie. Il n'y avait pas de grande formule, pas de justification. Il disait ce qu'il avait fait, ce qu'il comprenait maintenant de ce qu'il avait fait, et ce qu'il proposait, pas comme une demande de pardon, pas comme une exigence de réponse, mais comme une information honnête mise à disposition de quelqu'un qui avait le droit de savoir et le droit absolu de décider quoi en faire. Il envoya la lettre à l'adresse professionnelle de l'ARS Île-de-France, marquée confidentielle, à l'attention de Camille Dubois. Puis, il attendit, pas avec l'impatience de quelqu'un qui attend une récompense, avec la patience de quelqu'un qui sait qu'il a posé quelque chose sur une table et que la décision sur ce qu'on en fait appartient à l'autre. Camille reçut la lettre un jeudi matin. Elle était dans son bureau de l'ARS, en réunion avec 2 responsables qualité d'un établissement de la banlieue nord, quand sa secrétaire glissa l'enveloppe sur son bureau avec un post-it qui disait « confidentiel ». Elle l'a mis de côté sans l'ouvrir jusqu'au déjeuner. Elle mangea seule ce midi-là, dans le petit parc en face des bureaux, avec son sandwich et la lettre posée à côté d'elle sur le banc. Le soleil d'avril chauffait légèrement les dalles. Des moineaux sautaient entre les pieds des bancs avec l'insistance joyeuse des animaux qui savent que les humains en pause déjeuner finissent toujours par donner quelque chose. Elle ouvrit l'enveloppe. Elle lut la lettre une fois, entièrement, sans s'arrêter.
puis elle la replia soigneusement le long des plis d'origine et la remit dans l'enveloppe. Elle s'appuya contre le dossier du banc et regarda le ciel, bleu clair, avec quelques nuages légers qui dérivaient vers l'est, le genre de ciel d'avril qui promet davantage qu'il ne tient. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas de la froideur, c'était quelque chose de différent, quelque chose qu'elle avait construit au fil de ses 3 ans sans en avoir le projet explicite. Une stabilité intérieure qui ne dépendait pas de ce que les autres faisaient, ou disaient, ou regrettaient. Elle avait cessé depuis longtemps d'attendre quelque chose d'Antoine Lefebvre, pas par rancœur figée, par nécessité d'abord, puis par choix, puis par conviction profonde. Sa vie ne s'était pas construite sur l'attente de cette lettre. Elle s'était construite malgré l'absence de cette lettre. Ce qu'elle ressentit en lisant ces mots, posément, fut quelque chose de plus complexe et de plus tranquille que la colère, une reconnaissance, pas pour lui, pour elle-même, pour les décisions prises dans la cuisine, pour les concours passés le dimanche, pour les 48 mensualités de 480 €, pour chaque matin levé avant l'aube, pour Françoise dans le canapé-lit, pour Lucas qui apprenait à marcher en s'accrochant au canapé, pour Léa qui avait dit « Maman la première ». Elle remit l'enveloppe dans son sac. Elle finit son sandwich. Elle répondit 2 semaines plus tard, pas par lettre, par un message court, sobre, envoyé à l'adresse professionnelle de la Lefebvre Medical Group. Elle disait qu'elle avait lu. Elle disait que les enfants s'appelaient Lucas et Léa, qu'ils avaient 2 ans et demi, et qu'ils allaient bien. Elle disait qu'une conversation était possible si elle était honnête, pas une négociation, pas une reconstruction de quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé, mais une conversation sur ce qui était réel maintenant, et sur ce qu'on pouvait en faire dans l'intérêt de Lucas et de Léa. Elle ne disait pas pardon, elle ne disait pas bienvenue, elle disait voilà ce qui est. Venez avec ça, ou n'en faites rien. Antoine lut le message 3 fois. Il ne répondit pas immédiatement, pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce que cette fois, il voulait prendre le temps. Il voulait être sûr que ce qu'il allait faire serait fait pour les bonnes raisons, pas pour soulager sa propre conscience, pas pour réparer son image intérieure de lui-même, mais pour être quelque chose de réel dans la vie de 2 personnes qui n'avaient rien demandé et qui méritaient mieux que ces raisons secondaires. Il appela son médecin, un vieil ami de faculté, et prit rendez-vous pour parler. Ce n'était pas une habitude chez lui. Il n'avait pas de thérapeute, pas de confident au sens profond, pas de gens à qui il disait les choses vraies. Cette conversation dura 2 heures et demie et fut inconfortable du début à la fin de la façon dont les choses nécessaires sont souvent inconfortables. Il repartit avec l'impression d'avoir posé un sac trop lourd qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne sentait plus le poids. La première rencontre eut lieu un samedi de mai. Dans un parc, pas le bois de Boulogne, pas le parc Monceau, le square du docteur Schweitzer à Saint-Denis, 2 minutes à pied de l'appartement de Camille. Un carré de pelouse avec des bancs verts, un bac à sable, quelques arbres qui bourgeonnaient timidement dans la lumière du matin. Françoise était là, elle ne s'éloigna pas, ne disparut pas par politesse. Elle s'assit sur un banc à l'écart, avec un livre qu'elle ne lut pas, les yeux sur les enfants, avec la vigilance tranquille de quelqu'un qui surveille sans envahir. Antoine arriva à l'heure. Il portait un jean et une veste simple, pas de costume, pas de montre visible, ce n'était pas calculé. C'était simplement ce qu'il avait mis le matin en pensant à où il allait et avec qui. Camille était debout près du bac à sable. Les jumeaux creusaient avec des petites pelles en plastique, avec la concentration absolue des enfants en plein travail sérieux. Elle le regarda arriver sans bouger. Il s'arrêta à 2 mètres. « Merci d'être venu, dit-il. Nous sommes à 2 minutes de chez moi, dit-elle. Une observation, pas de l'ironie. Il hocha la tête, regarda les enfants. Lucas avait senti quelque chose, la présence d'un inconnu près de sa mère, et levait les yeux par intermittence, sans lâcher sa pelle, évaluant la situation avec ce mélange de méfiance et de curiosité propre au tout petit. Léa ne leva pas les yeux du tout, elle creusait. Ils sont... Antoine s'arrêta. Les mots qu'il avait préparés semblèrent insuffisants au moment de les dire. « Ils sont en bonne santé », dit Camille simplement.
Ils sont heureux. Je vois. Un silence s'installa, pas inconfortable, mais plein. Plein de tout ce qui n'était pas dit et n'avait pas à être dit là, pas maintenant, peut-être jamais, en totalité. « Je ne te demande rien pour moi, » dit Antoine. Sa voix était basse, sans la certitude habituelle. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Camille le regarda. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-elle. Lucas posa sa pelle, se leva et marcha vers Camille, avec le pas encore légèrement incertain des enfants, qui maîtrisent la marche depuis assez longtemps pour ne plus tomber, mais pas encore assez pour être nonchalant. Il s'agrippa à sa jambe et la regarda, puis regarda l'inconnu, puis regarda à nouveau sa mère avec la question muette universelle. « Qui c'est ?» Camille posa la main sur la tête de son fils. « C'est Antoine, » dit-elle, avec une neutralité absolue, sans affect supplémentaire dans un sens ou dans l'autre, une information donnée à un enfant pour qu'il puisse organiser son monde. Lucas regarda Antoine pendant 3 secondes avec ses yeux noisettes. Puis il retourna au bac à sable. Antoine sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'aurait pas pu nommer, mais qui ressemblait, pour la première fois depuis très longtemps, à une possibilité. Pas un pardon, pas un recommencement, quelque chose de plus humble et de plus réel, une porte entr'ouverte sur une responsabilité qu'il n'avait pas encore exercée et qui l'attendait, sans impatience, sans ultimatum, simplement là. Il s'assit sur le banc, le plus proche du bac à sable. Léa leva enfin les yeux. Elle le regarda avec cette expression de légère surprise qui était déjà un trait de caractère, la tête inclinée d'un côté, une petite pelle verte dans la main. Elle tendit la pelle dans sa direction, pas pour la donner, pas pour demander de l'aide, mais avec ce geste des tout-petits qui montrent ce qu'ils ont, parce que montrer est la première forme du partage. Antoine regarda la petite pelle verte tendue vers lui. Il tendit la main. Il la prit. Et là, dans ce square ordinaire de Saint-Denis, avec le bruit de la ville autour, les moineaux dans les arbres, Françoise sur son banc qui regardait sans regarder, Camille debout qui tenait dans son corps 3 ans de vie construite sans lui. Antoine Lefebvre comprit ce que valait vraiment une matinée de samedi. Pas la valeur monétaire, pas la valeur sociale, pas la valeur de ce qu'on peut en faire ou en montrer. La valeur simple, sans équivalent, de 2 enfants qui jouent dans un bac à sable au soleil d'avril pendant qu'un homme apprend, enfin, à être là. Ce n'était pas le début d'une histoire d'amour. Ce n'était pas la rédemption rapide, ni le pardon accordé, ni le cœur qui se rouvre comme dans les films. C'était quelque chose de moins romantique et de bien plus solide. 2 adultes qui regardèrent la réalité en face et décidaient de faire quelque chose d'honnête avec ce qu'il en restait. Camille s'assit sur le banc, à distance, et sortit son téléphone. Pas pour fuir, mais parce qu'elle avait des notes à relire pour une réunion du lundi. Sa vie continuait. Elle avait une présentation à préparer, des équipes à coordonner, un programme de certification qui attendait ses retours. Elle avait une mère qui faisait du café le matin dans une cuisine de 45 mètres carrés. Elle avait 2 enfants qui grandissaient avec les yeux de 2 familles et la dignité d'une seule. Et nul endroit au monde. En ce matin d'avril, elle ne se sentait comme quelqu'un qui avait besoin de la validation d'un homme pour exister. Léa recommença à creuser. Lucas lui expliqua quelque chose, en langage de tout petit, avec une gestuelle très sérieuse. Antoine écouta sans comprendre les mots, mais en comprenant l'essentiel. Et là, dans ce square du docteur Schweitzer, avec du sable sur les chaussures et le soleil d'avril sur les épaules, Camille Dubois sut que la richesse n'était pas dans les chiffres du bulletin de salaire, même si ce bulletin-là était juste et mérité. Ce n'était pas dans les certifications, ni dans les accréditations, ni dans les badges d'intervenantes aux congrès nationaux. C'était dans cette matinée précise. Ce bruit de petites pelles dans le sable, ce silence de sa mère sur le banc vert, cette vie construite pierre par pierre avec les mains nues, et la certitude absolue, gravée dans les 3 années les plus difficiles et les plus vraies de son existence, qu'elle n'avait jamais eu besoin de la permission de personne pour devenir entièrement elle-même. Hier,